Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé. Direct Santé qui vous informe tous les jours sur de nouveaux traitements et aussi de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. On parle d'insuffisance cardiaque lorsque le cœur perd une partie de sa force musculaire et sa capacité de contraction normale. Il ne pompe plus suffisamment de sang pour permettre à l'organisme de recevoir assez d'oxygène et d'éléments nutritifs essentiels à leur bon fonctionnement. L'insuffisance cardiaque se manifeste tout d'abord à l'effort, lorsque le cœur doit s'adapter en augmentant sa fréquence de contraction et le débit d'éjection du sang puis au repos. Donc, comment comprendre les facteurs et les traitements et puis des préventions, comment prévenir de l'insuffisance cardiaque. Je suis accompagnée ce matin du docteur Moté Coucou, qui est cardiologue, qui est avec nous pour nous expliquer vraiment qu'est-ce que c'est que l'insuffisance cardiaque. Il est avec nous ce matin. Bonjour docteur, comment ça va? Ça va bien, merci. Et merci de me recevoir. Vous avez déjà tout dit là dans Oui, mais c'est l'introduction, pas donc donc je vous peux allez... partir. ouais. Ça y est, on a fini. On a fini, On a ouais. fini l'émission. Bah, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir encore une fois pour vraiment parler du cœur. Le cœur qui est le moteur principal de notre corps. C'est ça, ouais. Donc, c'est important d'en parler. Comme on a dit, les pathologies, ça part du cuir chevelure jusqu'au doigt de pied. Donc, tout Et, ça. oui. Et ouais. Et le cœur est le moteur principal. Ouais. Vous voyez, avant de parler de l'insuffisance cardiaque, il faut que nos téléspectateurs comprennent bien le fonctionnement du cœur. Ouais. Je vais essayer de faire un peu simple. Le cœur, c'est une pompe, c'est un muscle, hein, qui a une fonction de pompe, qui pompe le sang, comme vous l'avez dit, hein, le sang vers notre corps. Mais ce sang-là, ce muscle-là, est une poche, et dans cette poche, vous avez 4 compartiments. Il y a les compartiments supérieurs qu'on appelle les oreillettes. C'est eux qui reçoivent d'abord le sang. Le sang. Bon. Et d'ailleurs, On a une vidéo à la régie, s'il vous plaît, une petite vidéo du cœur. et d'ailleurs, je ne sais pas si on peut zoomer, voir si c'est possible. On a tous appris à l'école ce schéma-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. C'était en quelle classe là? CE1, CE2. Comme On nous a obligés à dessiner ça, la circulation ouais. sanguine. Voilà. Et on pensait à l'époque que c'était inutile et banal. tout. Bon, c'était banal, mais non, ça nous rattrape. C'est vraiment ça qui est à la base de notre, qui est à la base de notre vie. Donc, comme je disais, le cœur, c'est un muscle et qui a 4 compartiments. Hein, et il y a les compartiments supérieurs qu'on appelle les oreillettes qui reçoivent d'abord le sang. La partie droite, qu'on appelle l'oreillette droite, reçoit tout le sang sale qui a le sang chargé de gaz carbonique, de déchets qui vient de tout notre corps, se déverse dans l'oreillette droite. Et puis, l'oreillette droite va faire passer ce sang-là dans le ventricule droit, qui est violet ici, et le ventricule droit va se contracter en poussant ce sang-là vers les poumons, où le sang va se débarrasser donc du gaz carbonique et d'autres déchets et prendre l'oxygène que nous respirons. Et ce sang oxygéné propre va revenir dans l'oreillette gauche, donc la partie gauche du cœur, la partie rose là, et de l'oreillette gauche, il va descendre dans le ventricule gauche. Et du ventricule gauche, maintenant, quand le cœur va se contracter, il va pousser ce sang-là à travers le gros tuyau là qu'on appelle l'aorte, qui va le distribuer dans tout le corps, dans tout le système, vers tous les organes et partout. Voilà, c'est comme ça donc que fonctionne le cœur. C'est une pompe qui doit se contracter pour donner une pression au sang pour que le sang puisse sortir des poches et aller là où il doit aller. C'est comme ça. Donc, il se contracte en moyenne, on va dire, entre 60 et 80 fois par minute. Et c'est ce qui permet à notre corps de bien fonctionner. Maintenant, imaginez-vous que ce cœur-là, voilà, comme on le voit sur les images, sur l'écran, voilà, le cœur qui se contracte. Imaginez-vous que ce cœur-là n'arrive plus à se contracter. Le muscle n'arrive plus à se contracter.
Donc, le cœur ne va pas pouvoir envoyer du sang oxygéné vers tous nos organes. Et donc là, on va parler d'insuffisance cardiaque. Le cœur n'arrive plus à assumer son rôle de pompe pour nourrir tout notre corps. Et dans cette insuffisance cardiaque-là, comme si on peut le dire, l'insuffisance cardiaque, c'est une tragédie à 4 actes. Vous voyez, le premier acte, donc, qui est à la base de tout, c'est la baisse de contraction là, du muscle cardiaque. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand la contraction baisse, le cœur n'arrive plus à bien pomper, il va développer 2 mécanismes de compensation. Il va essayer de pallier à ça en accélérant le rythme. Donc la fréquence cardiaque va augmenter. Bon. Et puis, il va aussi essayer de tirer sur les fibres musculaires pour renforcer leur capacité de contraction, en fait. Parce que ça demande encore beaucoup d'efforts. Exactement, vous avez tout compris. En faisant ça, ça lui demande beaucoup d'efforts et donc ça lui demande, les muscles c'est-à-dire ils utilisent l'oxygène comme carburant pour travailler. Donc le muscle cardiaque, c'est le seul muscle qui travaille 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365, pas de repos. Bon, il se repose la nuit quand nous dormons un peu, mais pas de repos dimanche, pas de repos dominical comme vous et moi. Non, pas du tout. Et donc il travaille. Et donc il a besoin d'oxygène. Donc il demande beaucoup plus d'oxygène que les autres muscles. Donc, quand la contraction diminue et qu'il accélère le rythme et qu'il a besoin d'étirer, de renforcer la capacité de contraction de ses muscles, il va évidemment avoir besoin de plus d'oxygène et ça peut entraîner justement ce qu'on appelle une ischémie myocardique. Voilà. Et donc, ça va créer une tension sur la paroi musculaire. Vous voyez? Et ça, c'est le deuxième acte de cette tragédie-là. La tension sur la paroi musculaire qui va augmenter le besoin en oxygène, comme je l'ai dit. Et du coup, la structure même du cœur va changer. Puis ça fragilise aussi. Ça fragilise le cœur. Le cœur va devenir fragile. Oui. On appelle ça fibrose. C'est-à-dire, je ne sais pas comment l'exprimer mieux. Ça fragilise la structure et la structure va se dilater, en fait, va s'étirer, va s'amincir et va se dilater. Et on va parler de dilatation du cœur. Bon, ce que on appelle communément un gros cœur. Hein, d'accord. Voilà. Et puis, dans tout ça là, le cœur malade va sécréter une substance, et cette substance-là, on appelle ça le BNP, oubliez ça, cette substance va maintenant agir sur l'accélération du rythme cardiaque. Or, ce rythme cardiaque accéléré compensait la contraction. Maintenant, la substance-là va inhiber cette accélération-là, et donc, comment dire, rendre le cœur encore plus, comment dire ça, plus mauvais dans son fonctionnement, quoi. Et donc, le cœur ne pourra plus pomper suffisamment de sang, le débit va diminuer, et quand le débit sanguin cardiaque diminue, qu'est-ce que ça va entraîner? En aval, c'est que nos artères vont se contracter, et de l'eau, les vaisseaux qui se contractent, ça va entraîner aussi une rétention, ce qu'on appelle une rétention d'eau et le sel qui va avec. Et c'est ça. Tout est lié, quoi. Tout est lié. Et d'ailleurs, je vous dis, tout est lié, en ce sens que ces deux mécanismes-là, ces deux derniers mécanismes, la rétention d'eau et, et la contraction des vaisseaux, sont en fait dictés par un système qu'on appelle le système rénine-angiotensine. En 2 mots, c'est quoi? Pour vous dire que tout est lié, c'est le foie qui sécrète une substance qu'on appelle angiotensinogène, et cette substance circule dans le sang tout le temps. Maintenant, quand les reins ne reçoivent pas assez de sang, que ce soit parce que vous manquez de sang, anémie, vous êtes enceinte, ou les vaisseaux sont contractés. En tout cas, toutes les situations qui font que les reins ne reçoivent pas assez de sang vont faire que les reins vont tout de suite larguer une autre substance dans le sang qu'on appelle la rénine. Et quand la rénine va rencontrer la substance du foie là, dans le sang, qu'on appelle l'angiotensinogène, la rénine va transformer cet angiotensinogène là
en une autre substance qu'on appelle l'angiotensine 1. Donc là, on a le rein, on a le foie. Maintenant, l'angiotensine 1 qui est dans le sang va être transformée par une autre enzyme qui est produite par les poumons. Vous vous rendez compte? Par les poumons. Tout un schéma. Tout un schéma. Tout un Donc, schéma. les poumons, il y a le foie, il y a les reins, il y a les poumons. C'est ça. Et donc, c'est cette substance-là, in fine, qui va être produite, qu'on appelle l'angiotensine 2, qui est très délétère. C'est cette substance-là qui est à la base de tous nos maux, on va dire. Parce que c'est ça qui va permettre donc la déformation du cœur, c'est ça qui va permettre la contraction des vaisseaux, c'est ça qui va entraîner, pousser même les reins. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue, qui va pousser les reins à retenir l'eau et le sel. Et donc, dans l'insuffisance cardiaque, vous allez avoir une rétention d'eau. Problème du foie. D'abord dans les poumons, et puis après dans les membres inférieurs. Ouais. Qui vont se gonfler, et puis dans le foie et dans nos intestins, et on ne pourra pas manger. Voilà. Et après, on est... Après, on est cuit. Comment dire ouais. Et bon, si vous voulez, les signes que nous devons savoir, c'est quoi? Il y a un acronyme qui le résume bien. EFOP. E-F-O-P. EFOP. EFOP. Ce qui veut dire? EFOP, c'est E pour essoufflement. Ok. Ah, ok. Le premier signe, et là, ça, je voudrais que nos téléspectateurs saisissent ça bien. Le premier signe, c'est l'essoufflement. Ça peut être au sport, ça peut être Non. partout, non? L'essoufflement apparaît toujours d'abord à l'effort. Oui. Et cet essoufflement-là, nous avons, enfin nous, nos prédécesseurs, et il y a une société, la société new-yorkaise du cœur, on appelle ça NYHA, a essayé de codifier ça en 4 stades. Le premier stade, c'est le patient qui ne se plaint de rien, qui n'est pas gêné dans sa vie habituelle, dans ses activités. On sait qu'il est malade, qu'il porte une cardiopathie, mais il n'est pas gêné dans sa vie quotidienne. Ça, c'est le premier stade. Le deuxième stade, ou la deuxième classe, c'est le patient qui, lors des efforts très importants, inhabituels, va être essoufflé. Il va être essoufflé, il va manquer d'air, il va être fatigué. Ouais, mais c'est-à-dire, il va s'essouffler comme ça? Il va s'essouffler comme ça, oui, quand il fait des efforts intenses. Monter les escaliers. Monter plus de... Là, c'est monter, justement, on le codifie aussi en étage, pour que ça soit facile. Oui. Quand il va monter plus de 2 étages. Et qu'il est, essoufflé. Là, il est KO, il est fatigué, il a le cœur qui palpite, il suffoque. Là, il faut qu'il pense en parler à son médecin. Le troisième stade, ou la troisième classe, c'est le patient qui va être essoufflé lors des efforts de la vie quotidienne. C'est-à-dire, vous prenez votre douche, vous êtes essoufflé après la douche. Et puis l'essoufflement, c'est qu'on a du mal à respirer. On respire légèrement, mais plusieurs fois, on appelle ça polypnée. Donc, vous portez votre sac, vous êtes essoufflé, vous montez un seul étage. Essoufflé. Vous êtes essoufflé, vous vous habillez, vous déshabillez, vous êtes essoufflé. Là, c'est le troisième stade, donc c'est que vraiment il y a un problème. Et puis le quatrième stade, c'est le patient qui est essoufflé même au repos. Il est assis comme ça, comme vous et moi, et puis mais parler, tout ça, il est essoufflé. Ça, c'est les 4 stades de l'essoufflement. De l'essoufflement. Bon. Et après, il y a le F. Après, il y a le F qui est pour la fatigue. Ah, ok, fatigue. C'est-à-dire que c'est le manque d'énergie totale. Il manque d'énergie, même pour faire les choses banales, les choses de la vie courante. Il est fatigué, il n'a envie de rien, tout ça. Là, il faut quand même... s'inquiéter. Il faut s'inquiéter. On n'est pas toujours fatigué parce qu'on a veillé tard ou parce qu'on a beaucoup travaillé. Ou... Non, 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 non. Il faut penser à l'insuffisance cardiaque quand on se sent très fatigué. Et puis... Le O. Le O, c'est les œdèmes. Là, les œdèmes, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'eau qui va sortir en fait des artères et qui va s'accumuler dans les tissus. Et d'abord, ça va s'accumuler dans les poumons. Et là, les poumons vont se remplir d'eau. Rétention d'eau. Oui, c'est la rétention d'eau là qui va entraîner ça. Les poumons vont se remplir d'eau.
Et quand les poumons se remplissent d'eau, ça peut entraîner une situation, sévère, tragique aussi, qu'on appelle OAP, œdème aigu des poumons. Là, le patient, il est très essoufflé, il suffoque, il tousse, et il peut avoir des crachats qui sont mousseux, et rosé, donc avec un peu de sang qui peut se mêler de ça. Et donc, il ne peut pas s'allonger, parce qu'en fait, quand on est debout, l'eau dans les poumons, l'eau va descendre en bas, comme ça, et on peut avoir des niveaux supérieurs de poumons qui peuvent nous permettre de respirer un peu. Mais quand on s'allonge, l'eau aussi va se déplacer, va être horizontale, va occuper beaucoup plus les tissus pulmonaires. Et donc, on ressent beaucoup plus l'essoufflement quand on est allongé. On appelle ça orthopnée. Et donc là, le patient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dormir, il ne va pas pouvoir dormir allongé, il va mettre des oreillers au niveau de la tête. Ouais. Il va dormir presque assis, en position assise. Ouais. Et nous, on quantifie aussi la sévérité des œdèmes par le nombre d'oreillers que le patient met sous sa tête pour dormir. Donc, vous demandez au patient, est-ce que quand vous dormez allongé, vous êtes essoufflé? Il dit oui. Vous utilisez combien d'oreillers? Il vous dit 3-4 oreillers pour mettre la tête. Donc, c'est qu'il y a un problème. Ça, c'est le O. Et puis, le P, maintenant, c'est la perte rapide de poids. Ça, il faut que nos téléspectateurs prennent vraiment ça en compte. Quand vous prenez du poids, quelqu'un qui prend 2 kilos en 3 jours, et qui gonfle, donc il faut... C'est la rétention d'eau qui occasionne en fait la prise de poids rapide. Donc il faut qu'il alerte son médecin et qu'il aille voir le médecin, quoi. Voilà, résumé, les signes de l'insuffisance cardiaque EFOP. Mais écoutez, on va revenir sur ça juste après le journal, n'est-ce pas? On va marquer un petit temps de pause. Ah bon? On a déjà fait... On a déjà fait 17 minutes passées. Restez avec nous. On revient. Ah bon? On a déjà fait 17 minutes?